Dans un monde au bord du déclin, après que la dernière guerre mondiale l'ait laissé sous des retombées radioactives constantes, une ville se dresse. Une ville sombre et froide, presque morte, s'il n'y avait pas les lumières des quelques bâtiments encore illuminés, celles des aéromobiles traversant son ciel morne, les flammes de quelques usines rajoutant à la pollution de l'air, et cet homme, perché sur le toit de son immeuble, regardant avec dépit un mouton parfaitement semblable à ceux d'avant, mais dont les entrailles sont faites de fer, de plastique et de silicone. La bête le regardant, comme attendant de l'avoine, et lui se posant cette étrange question. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Cet homme, c'est Philippe K. Dick, plongé dans un univers où l'humanité a échoué, elle a échoué sa colonisation, elle a échoué à garder sa planète, à pérenniser sa propre espèce, qui se programme tels des robots via des orgues d'humeur pour être plus performants, et où des androïdes faits de chair synthétique, à qui le travail d'esclave est laissé, sont chassés et éliminés dès lors qu'il leur prend l'envie de vivre. Cette question, il se la pose à lui-même et à nous aussi, spectateurs et lecteurs de l'histoire sur le point de se dérouler, où son héros, Rick Deckard, s'apprête à entreprendre la journée de travail qui le changera à jamais. La notion de rêve, cet étrange endroit dont on ne connaît les frontières, se transformant, mutant et changeant selon les désirs de notre conscience. Un refuge où rôdent plaisirs et dangers, une contrée à la fois personnelle et inaccessible. Ainsi, pour rêver, il nous faut une conscience, une âme. Et qu'est-ce que la conscience si ce n'est ce que se targue l'humain d'avoir ? Cette chose qui nous définit et nous rend uniques. Mais qu'est-elle ? Quelle en est l'essence qui nous permet de nous qualifier même d'humains ? Et si les androïdes rêvent en effet de moutons électriques, alors quelle est cette conscience ? Leur avons-nous légué par accident, nous qui avons été leurs architectes et les ont créés à notre image ? Ou alors est-elle différente de la nôtre, leur propre conscience, leur propre essence, les rendant autre chose qu'humains, les transformant en une nouvelle forme de vie. Ce n'est pourtant qu'un titre, une simple question qui peut paraître drôle à poser en soi. Après tout, les androïdes et les moutons électriques sont deux choses que l'on pourrait ranger dans la même case, et pourtant, qui vient creuser un trou profond qu'on ne peut s'empêcher de creuser encore et encore pour découvrir la réponse même à une autre question, implicite, diluée dans le roman. Qu'est-ce que la nature humaine ? La plongée est vertigineuse. Je regarde dans un abysse insondable en espérant que celui-ci ne me voit pas, en espérant qu'au fond, une réponse simple et réconfortante s'y trouve. Alors d'un pas hésitant, le cœur serré par l'angoisse et l'esprit résigné, je saute. Telle Alice descendant dans le terrier du lapin, des images apparaissent. Celle d'un chasseur de primes qui se doit de retirer des produits défectueux, dont certains sont dangereux pour notre société même. Un gigantesque écriteau sur lequel un animal figure avec un prix et une note, véritable autruche, l'une des dernières de son espèce. Un panneau publicitaire qui nous informe qu'il est possible d'émigrer sur Mars, pour une nouvelle vie. Puis je vois des hommes, mis au rebut de la société, ostracisés, moqués et bloqués sur une planète mourante, pour avoir contracté une maladie ou un handicap des suites des retombées radioactives d'une guerre dont tout le monde fut les perdants. Des gens que l'on ne considère même plus comme des humains, mais comme des spéciaux. Et enfin ces corps de pantin, ces androïdes entièrement semblables à nous. Impossible à différencier, hormis via un test empathique dont l'efficacité elle-même est incertaine. Ces soi-disant produits défectueux qui se sont mis à douter de leur nature et qui pour l'explorer ont commis le seul crime qui leur était interdit, vivre. La chute continue sans que je n'en voie le fond. Je m'habitue à la vitesse du vent sur mon corps, mes yeux se baladent, mon angoisse grandit et ma résignation se fait plus forte. Un nouveau flot d'images me vient, celui d'un chasseur de primes froid et méthodique, venant à douter. Pourquoi doit-il les retirer ? Celle-ci ne faisait rien de mal et était même une chanteuse d'opéra hors pair. Pourquoi devait-il l'arracher au monde ? Pour la seule raison qu'elle souhaitait exister ? Pourquoi doit-il lui-même manquer d'empathie et devenir semblable à ceux qu'il chasse ? Pourquoi doute-t-il de sa propre nature humaine face à ceux dont il est certain qu'ils ne le sont pas ? Il ne doit pas devenir cela. Il doit rester humain. Il ne doit pas devenir insensible comme eux. Mais alors, s'il reste humain face à eux, s'il ressent de l'empathie pour eux, ce n'est plus un travail, plus une simple prime, mais un meurtre. Il ne retire pas, il tue. D'une manière incontrôlée, il se met même à aimer l'une d'elles. Il sait qu'elle n'est qu'un modèle, mais à ses yeux elle devient unique, un être à part entière. Un être avec une date de péremption, dont le défaut de durée de vie de 4 ans ne put jamais être corrigé. Puis une autre vague d'images vient interrompre ce flot, celui d'un homme, un spécial comme il les appelle, qui de bon cœur aide une nouvelle résidente de son immeuble vide. Un homme qui essaie d'être le plus humain qu'il puisse envers une personne qu'il ne connaît pas,
alors que plus personne ne le regarde comme un être entier. Un homme qui, même entouré d'androïdes, se sent bien, car eux ne le regardent pas avec dédain. Ils le considèrent et ils les considèrent. Réunis dans leur malheur, ces non-humains se rassemblent. Pourtant, ils voient que quelque chose semble leur manquer tandis qu'une des pantins de chair se met à arracher, telle une enfant, les pattes d'une des dernières araignées existantes. Car après tout, pourquoi avoir 8 pattes quand la plupart des animaux n'en ont que 4 ? Elles devraient s'en sortir avec seulement 4 comme les chiens et les chats, voire même 2 comme les oiseaux ou les humains. 8, c'est 4 à 6 de trop. Une dernière vague. Celle d'un chasseur de primes fatigué et usé qui doit tuer, qui doit faire le mal car c'est ce qui est nécessaire. Celle d'un spécial qui comme lui a compris qu'il s'était fourvoyé. L'humanité de ces êtres synthétiques résonnait en eux seulement. Ils étaient ceux qui la voyaient, l'interprétaient, la projetaient. Leur affection ne prenant forme que dans leur conscience à eux. C'est grâce à leur empathie pour ces andros qu'ils purent tous deux, le chasseur de primes et le spécial, rester humains, contrairement aux pantins de chair. Et pourtant, ils avaient l'air si parfaitement semblables, ils avaient envie de vivre, de survivre. Ils avaient beau être des modèles de séries industrielles, leur vie était unique. Leur esprit modelé par leurs expériences leur appartenait. Et en y mettant fin, ce sont de véritables vies qui s'arrêtent. Les images font une pause, me laissant là à mes réflexions et divagations. Ma chute se poursuit. L'angoisse a disparu et mon esprit est plus confus que résigné désormais. Alors que les ténèbres qui m'entourent commencent à enserrer mon cœur de la crainte de rester dans l'obscurité, les images reprennent avec violence, accompagnées de voix étrangères à la mienne. Is this the test now? Yes. You're in a desert walking along in the sand when all of a sudden you look What down. one? What? What desert? Doesn't make any difference what desert. It's completely hypothetical. But how come I'd be there? Maybe you're fed up. Maybe you want to be by yourself. Who knows? You look down and you see a tortoise, Leon. It's crawling towards you. Tortoise? What's that? You know what a turtle is? Of course. Same thing. I've never seen a turtle. But I understand what you mean. You reach down, you flip the tortoise over on its back, Leon. Do you make up these questions, Mr. Holden? Or they write them down for you? The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Elles sont différentes, pourtant similaires. Une adaptation de ce que je viens de voir. Dans leur voix, le mot androïde n'y est jamais prononcé. À la place, seul le nom du modèle résonne. Répliquant. Des noms aussi ont changé. Bien que cela ait peu d'importance, j'arrive encore à reconnaître ce qu'ils incarnent. Malgré une légère confusion, je reste fasciné. J'arrive à voir les liens qui connectent ces deux œuvres. C'est bien le chasseur de primes, le Blade Runner. C'est bien une chasse aux androïdes. Tout est si différent et si semblable. Dans cette narration, la nature humaine de Descartes est mise en doute par nous-mêmes et non pas par le personnage. Pour être franc, la nature humaine n'y est pas réellement abordée. Les Nexus 6 sont des androïdes, les humains des humains. Il revient alors à nous de faire la distinction pour ceux qui marchent à la frontière entre les deux. Le péché des réplicants reste le même, vouloir vivre alors que leur temps est plus que compté. Dans Blade Runner, nous avons joué à Dieu et maintenant que la vie que nous avons créée demande le droit de vivre, ainsi qu'un sursis, nous le lui refusons. Nous le chassons pour le mettre au rebut, et il incombe au personnage principal de s'en charger. Si Blade Runner rétrécit les éléments présentés dans le roman de Kadik, il ne manque pas de nous présenter ses propres éléments de réponse. En nous faisant questionner de la nature humaine des personnages, c'est notre humanité qu'il questionne. Que considérons-nous comme humains ? Après tout, les réplicants ont été faits à notre image. Nous les avons rendus plus forts aussi, voire plus intelligents et plus résistants que nous. Ils sont ce qui vient après nous, la prochaine étape de notre évolution. Nous les avons fait intentionnellement supérieurs à nous pour qu'ils nous servent. On leur a même implanté des souvenirs pour rendre leurs réactions plus véritables. Orange body, green legs. Watched her build a web all summer. Then one day there's a big egg in it. The egg hatched. The egg hatched, Yeah. and 100 baby spiders came out.
I ate her. Implants. Those aren't your memories. They're somebody else's. They're Tyrell's nieces. Okay. Bad joke. I made a bad joke. You're not a replicant. Go home. Okay? No, really. I'm sorry. Go home. Et lorsque ces derniers ont enfin refusé de ployer le genou devant leur créateur, nous leur avons refusé le paradis et l'enfer. Tout ce qu'il leur reste donc est leur rage de survivre, de trouver un moyen de modifier les plans initiaux et enfin se libérer de toutes les chaînes avec lesquelles on les a amenés dans ce monde. Morphology, longevity, incept dates. Don't know. I don't know such stuff. I just do eyes. Just eyes. Genetic design. Just eyes. Leur survie devient alors un contre-la-montre face au désir de vie et de mort que nous leur avons imposé. Mais malgré leur apparente perfection, il règne chez eux une inquiétante étrangeté. On peut le voir dans leurs calculs froids, dans leur posture de pantin. On peut remarquer dans le reflet de leurs yeux, semblables à ceux d'une poupée dont on aurait placé de minuscules miroirs derrière ceux-ci pour simuler la flamme de la vie, l'artificialité même qu'incarnent ces êtres. Tout comme dans le roman, nous voulons voir en eux quelque chose d'humain, mais cette fois-ci, notre perception seule n'est pas à l'origine de la déformation du reflet que nous donnent les réplicants. Leur construction, leur programmation fait que ces derniers peuvent développer leurs propres émotions, d'où la limite de temps. The designers reckon that after a few years they might develop their own emotional responses. Hate, love, fear, anger, envy. So they built in a fail-safe device. Which is what? 4-year lifespan. De peur de voir leur création prendre vie, la corporation Tyrell a préféré rendre leur durée de vie plus courte plutôt que de devoir gérer des esclaves devenus émotionnellement autonomes. Là où cette particularité était un défaut qui n'a jamais pu être corrigé chez Caddick, devient une caractéristique souhaitée. Et c'est avec froideur que nous leur imposons cette fatalité. You were made as well as we could make you, but not to last. The light that burns twice as bright burns half as long, and you have burned so very, very brightly, Roy. Bien plus biblique dans sa présentation que chez Caddick, Blade Runner représente le chef des réplicants comme à la fois une figure de damnation et de rédemption. Il est celui qui apportera la destruction de son propre créateur et celui qui permettra à Descartes de se libérer de son boulot de Blade Runner qu'il avait déjà quitté. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those
moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. C'est dans sa mort qu'il permettra à Descartes d'être libre et de lui faire rendre compte de l'absurdité même de ses actes. Car en s'éteignant, en arrivant au terme de sa vie programmée, Roy fait la chose la plus humaine qui soit. Il sauve celui qui le chassait, celui qui était devenu sa proie, pour enfin lui transmettre ses expériences. En quelques instants, Descartes ne voit plus un simple répliquant arrêter de fonctionner, mais une vie unique prendre fin. La réplique, grandement improvisée par Rutger Hauer, me frappe, non pas uniquement par sa poésie, mais parce que ses souvenirs uniques et non construits, ces expériences vécues par le répliquant sont véritables. De vrais souvenirs, une vie à laquelle on s'accroche, et des proches pour lesquels nous ressentons de l'affection et du deuil, ne suffisent-ils pas à changer notre perception ? Qui est réellement ici le plus humain entre le créateur froid et calculateur et la machine se débattant désespérément contre son funeste destin ? Too bad she won't live. But then again, who does? Les voix se taisent, et les images s'estompent enfin. L'espace d'un instant, je crus ne plus tomber, mais ma chute se poursuit bel et bien. Mon esprit est confus. Je ne sais plus si je tombe ou si je remonte à une vitesse incroyable. Le tunnel dans lequel je suis est illuminé des deux côtés, et aucune de ces lumières n'est plus éclatante que l'autre. J'ai eu tant de questions, et tant de réponses à la fois, toutes qui se contredisent. J'ai vu tant et je n'arrive toujours pas à savoir. Et soudainement, les images et les voix reviennent. Soudainement, il arrive. « 35 ans après la sortie du premier film, sortie dont on ne sait vraiment où, voilà que Blade Runner 2049 fait son apparition. Porté par Denis Villeneuve qui doit faire suite à Ridley Scott, le défi est là. Cette fois-ci, le film n'a pas de livre sur lequel se baser, uniquement un univers qu'il doit faire évoluer, et la vision est dantesque. Des villes noires où la lumière ne filtre que par quelques fissures d'entre les bâtiments entassés. Des paysages entiers dédiés aux déchets de l'ancien temps et l'actuel. Des champs entièrement blancs, synthétiques. Un unique arbre mort au milieu de ces fermes protéiques. Nous avons définitivement tué notre planète et une immense partie de ses habitants, et pour y subsister, nous devons nous contenter de cette nourriture. Dans ce futur, les hologrammes hantent nos villes et les lieux abandonnés comme des fantômes. La guerre se fait à distance par une simple commande vocale prononcée sans aucune émotion pendant une manucure. Et ceux qui s'amusaient à jouer à Dieu ont repris le flambeau de Tyrell pour créer de nouveaux répliquants, dans un monde où la population est amassée, où les humains n'ont pas de logis, mais où la nouvelle génération, les Nexus 8, eux, ont leur propre appartement, avec leur propre IA d'accompagnement. Le héros, K, et Joy, son IA, sont semblables. Ils sont tous les deux des produits manufacturés et programmés. Et pour K, elle est surtout le seul lien social qu'il puisse se créer en dehors du travail pour lequel il a été conçu. Sa seule façon de paraître humain. Pour autant, le film s'autorise à nous rappeler que ce lien est bien artificiel et ce de manière cynique.
Mais K ne questionne pas cette nature. Il sait qu'il est un répliquant, il sait qu'il chasse ceux qui sont tombés sous le radar. Les choses s'arrêtent là. Pourtant, l'un de ceux qu'il chasse lui dit ceci. Your models are happy scraping the shit. Because you've never seen a miracle. Une réplicante a été capable d'enfanter. Le premier ébranlement a alors lieu et il faut que personne ne le sache. La barrière entre le synthétique et le biologique, entre le manufacturé et le procréé a été brisée. Si les réplicants sont capables de se reproduire entre eux ou avec des humains, alors une nouvelle espèce émerge. Et surtout, les réplicants pourront enfin se revendiquer comme peuple à part entière et comme une espèce. Une révolution sourde est en marche, et celle-ci viendra mettre fin au concept même d'humanité pour le porter vers un inconnu qui nous effraie. Et le premier ébranlement a lieu aussi en K, lorsque l'enquête progresse viennent les premiers doutes. Un simple symbole lui évoque un souvenir censé être artificiel, et pourtant bel et bien vécu. La simple idée d'avoir vécu quelque chose, d'être réellement né et non sorti d'usine, viennent démolir les fondations même de K. Il n'est plus qu'un répliquant, un modèle. Il est unique, conçu par deux êtres et par conséquent, les bases mêmes de son programme s'étiolent. K prend conscience de qui il est, il commence à se considérer. Ce changement vient aussi impacter sa compagne holographique. Alors qu'elle était à la commande de son propriétaire, elle prend des initiatives pour être avec son compagnon et elle va jusqu'à prendre corps pour pouvoir avoir un contact, une relation charnelle avec celui qui la rend plus humaine. De peur de le mettre en danger, elle va jusqu'à lui demander de briser l'antenne qui la relie au réseau. À partir de ce moment, Joy n'est plus l'une de ces innombrables IA faites pour satisfaire leurs clients. Son programme n'est plus relié à la maison mère. Son évolution se fait d'elle-même. Elle devient alors une version unique et irremplaçable, qui accompagne K dans sa quête pour découvrir ses origines. Quête qui sera pour elle la fin. Et dans ces derniers mots, dans son « je t'aime » coupé court, ce n'est pas uniquement le programme que nous entendons, nous pouvons aussi entendre la voix sincère d'un être devenu mortel qui résonne et a du sens en nous. Et si K est autant impacté par cette perte, c'est parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais retrouver sa Joy. Car contrairement à ce que la publicité dit, elle était devenue ce qu'elle voulait être. Pourtant, K verra ses convictions être détruites une nouvelle fois. Il n'est pas l'enfant. Mais avec ce qu'il a vécu et ressenti, il ne peut redevenir le répliquant. Et c'est à la frontière entre les deux qu'il va faire ce qu'il pense, ce qu'on lui a dit qui serait le plus humain. Ce qui l'amènera à sa mort, une mort en tant qu'homme. Mais K se fourvoie. K n'est pas humain parce qu'il est né ou parce qu'il agit et meurt comme tel. Il l'est dès le moment où il vient à douter même des raisons de son existence, au moment où il ne considère plus ses souvenirs comme factices, au moment où il pense à l'éventualité même d'être un être vivant à part entière. Voire même plus tôt, au moment où la peur d'être autre chose que ce qu'il est le prend. Cette fois, c'est bel et bien le héros qui va questionner son humanité, mais pas de la même manière que Rick dans le roman, qui la remettait en doute face à son manque d'empathie. K questionne son humanité car il pense être le fruit d'un miracle que normalement seuls les êtres non synthétiques sont capables de produire. Il questionne sa nature car ses souvenirs sont réels et non pas un construit factice. Il se questionne car il pense être né et avoir vécu. Et tout ça grâce à elle. Elle est celle qui lui a fait don de ses souvenirs. Alors qu'elle devait rester enfermée, elle a fait de lui son ersatz à l'extérieur. Quelqu'un qui vivrait avec ses souvenirs à sa place une vie qu'elle ne peut avoir. K est à la fois une sorte de jumeau parfait et une bouteille à la mer. L'un est le reflet et l'ombre de l'autre. Et d'une certaine façon, ce n'est que grâce au sacrifice de K que sa silhouette peut aller vers la porte de sa bulle, symbole d'une liberté nouvelle et d'une révolution qui n'attend que de se faire entendre. Le silence revient, les images s'estompent. Ma chute continue pourtant. Et alors que le tube se termine, j'atterris dans un vaste espace aux confins infinis.
Sous moi se dresse une mer faite d'eau et de sel, de câbles en fer, en plastique et d'écrans de verre. J'ai vu tant de choses et posé tant de questions, eu tant de réponses, mais je ne sais toujours pas. Ce n'est pas grave, peut-être vaut-il mieux que je ne sache pas après tout. Quelle était la question initiale déjà ? Je chute depuis si longtemps que je ne sais plus et cette mer vient enfin m'accueillir. Mon voyage touche-t-il donc à sa fin ? Je rentre en contact avec l'eau. Elle est froide, glacée, les câbles s'entremêlent sur mes membres. J'ai l'impression d'être entouré de milliers de serpents, mais leur étreinte est douce et apaisante. Doucement, ils m'entraînent vers le fond. Je n'ai pas la force ni l'envie de lutter. Je laisse alors mon esprit s'y noyer, et avant que mon visage plonge sous la surface, je vois l'unique lumière passer dans ce tunnel que j'ai emprunté, et j'entends dans une cacophonie infernale la réponse à la question dont je me souviens. Il n'y en a pas. Je souris alors et je comprends. Il ne peut y avoir de réponse absolue ou réconfortante, tout est complexe, ambigu, tout se contredit, et certaines questions demeureront à jamais sans réponse. Il me faut l'accepter et ainsi laisser cette mer mécanique m'engloutir. Je m'accroche au dernier fragment de mon être alors que les voix se mêlent à la mienne, et au bord de l'oubli je réalise ceci. Je pense donc je suis, et pourtant je ne sais rien, mais enfin je connais la paix.